Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche qui se déplace ce soir dans les jardins de la télévision du Burkina en compagnie du professeur Youssouf Ouedraogo, maître de conférence de physiologie environnementale à l'unité de formation et de recherche sciences de la vie et de la terre de l'université Joseph Kizerbo. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur Ouedraogo. Et merci pour votre disponibilité. Il n'y a pas de quoi, merci. Alors professeur, depuis 2015, vous avez votre habilitation à diriger les recherches. Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences biologiques appliquées obtenu en 1992 à l'université de Ouagadougou, d'une maîtrise en sciences naturelles obtenue en 1985 à l'université de Dakar. Tout cela bien sûr après un bac D obtenu en 1977, ici même à Ouagadougou au collège protestant. Alors déjà quand on regarde ici, cela laisse entrevoir quand même une préférence pour disons la science, peut-être les sciences exactes. Professeur. Oui, les sciences, bon, évidemment, on était en série C. Bon, de toute façon, c'était la seule, en série D, pardon. C'était la seule série qu'on avait au collège protestant à l'époque. Ceux qui voulaient faire français ont dû changer d'établissement. Bon, mais bon, je m'en sortais quand même dans ces différentes disciplines, que ce soit les maths, que ce soit la physique, chimie, et particulièrement en sciences naturelles. Donc, bon, naturellement, je me suis orienté. On a été orienté. À l'époque, il y avait les orientations par l'administration. Donc ça a été imposé en fait. Bon, on proposait 3 choix et l'administration vous affectait dans une université selon ces choix. Mais c'était globalement respecté. Okay. Voilà. Donc nous on était affectés nous on était envoyés à l'ISP, l'Institut supérieur polytechnique de Ouagadougou, pour faire des études d'ingénierie en développement rural. Donc après votre bac, vous avez été donc orienté vers cet institut. Voilà. Mais vous rêviez de quoi quand vous partiez dans cet institut? Ingénieur, c'était mon rêve parce que quand mon grand frère était, je le salue en passant, était au lycée Zenda, et moi toujours élève, il m'a dit qu'un ingénieur, il arrive, il regarde une maison et il dit que la maison va tomber à telle date. Et à telle date, la maison tombe. Je lui ai dit, c'est ça que je veux. Donc, je voulais être bon. Maintenant, je me rends compte que ça s'appelle le génie civil. Mais le mot ingénieur, ça m'avait marqué depuis cette petite anecdote. Donc, je voulais être ingénieur, il y avait une autre. Ingénieur. 1979, nous sommes sous le CMRPN. Troisième République. La Troisième République, voilà, comité militaire de redressement pour le progrès national, avec donc par la suite donc le colonel Cézerbo, avant donc Sangoulé Lamizana. Et là vous êtes suspendu en 1979, avant d'être exclu en 1981 de cet institut. Alors, dites-nous professeur, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Bon, 1979, c'était l'année de en tout cas, la première grande grève à l'université de Ouagadougou, qui était du reste la seule université. Bon, c'était autour des systèmes d'examen. Les examens étaient sélectifs. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et nous, particulièrement, j'étais délégué de ma classe en 2e année à l'ISP. On avait quelques problèmes spécifiques qu'on a pu adjoindre à la plateforme de l'ensemble du mouvement de l'AIVE. Donc la classe était particulièrement mobilisée à cause on avait 2-0 collectifs, bon, c'était des trucs comme ça. Mais la grève était à l'échelle de toute l'université. Ça a bien marché, ça a plutôt bien marché en juin. Par contre, en octobre, on a mal manœuvré. Je pense qu'on a mal manœuvré parce que, contrairement aux habitudes, l'administration a institué un système d'inscription pour la session d'octobre, ce qui ne se faisait pas. On était en mouvement. Et nous, on a lancé le mot d'ordre, le mouvement l'AIVE a lancé le mot d'ordre de boycott de ces inscriptions. Si bien que l'administration avait en temps réel notre état de mobilisation. Ceux qui viennent s'inscrire, c'est de démobiliser potentiellement. Mais nous, on ne savait pas. Si les gens parlaient de s'inscrire bon, je ne dirais pas en cachette, mais ils ne venaient pas dire qu'ils vont s'inscrire. Donc je me dis que si on avait, par exemple, si on n'a pas lancé le mot d'ordre de boycott des inscriptions, tout le monde serait resté dans le flou. Nous dans le flou, mais l'administration aussi dans le flou. Et là, peut-être que ça se serait passé autrement. Bon, je n'en sais rien, c'est des spéculations, une quarantaine d'années après. Donc, en septembre, la 2e session, là, c'était un peu difficile parce que quand l'AIVE s'est rendu compte que la démobilisation était forte et que la mobilisation était évidemment faible, ils ont levé le mot d'ordre, l'AIVE a levé le mot d'ordre d'inscription pour la session. Mais c'était trop tard. Quand nous autres, on est partis, on nous a dit non, c'est fini. On ne prend plus pour l'inscription. Nous, on a été suspendus. On était, je pense, une vingtaine à avoir été suspendus.
pour l'année de la grève et pour l'année suivante. Voilà. Et quand je suis reparti à l'université en 80-81, là c'était sous le CMRPN, c'était très dur quand même, il faut reconnaître. Parce que on accusait... Est-ce que vous n'étiez pas quand même un étudiant, disons, kamikaze, un étudiant, voilà, tout vous le faites, prêt à créer l'agitation? Non, c'est pas... Enfin, je ne pose pas le problème comme ça. En tout cas, en ce qui concerne notre classe, les problèmes étaient objectifs. Et je me souviens, j'ai participé au conseil d'établissement. Il y avait des enseignants qui reconnaissaient que bon, si les textes disent de faire ça, il faut le faire. Mais les gens avaient le rapport de force, ils nous ont... Enfin, ça veut dire, bon, on ne garde pas rancune après cette période, mais je reste convaincu qu'on nous a fait la force à l'époque. Et la grève pour nous était légitime. En fait, c'est l'ampleur qu'on n'a pas su contrôler, c'est la durée qu'on n'a pas su contrôler, mais il fallait faire quelque chose en ce qui concerne notre classe. À l'échelle de l'université, bon, je n'ai pas... C'est vrai que le problème est parti de l'ESSEC, les sciences éco, et après on a embarqué un peu tout le monde. Peut-être que là aussi, on a... Est-ce que vous estimez que le CMPN, sous ses ergots, était répressif? Très. Pour moi, bon, comme je n'ai pas fait la révolution au Burkina, ma seule comparaison, c'est CMRPN, 3e République. Et ils étaient répressifs parce qu'à l'époque, le foyer était à Paspanga, le foyer des étudiants que gérait l'AEVE était à Paspanga. Et même quand on fait une exposition photo, la CRS voulait nous disperser. Quand on faisait nos répétitions de théâtre au restaurant U, comme boycottait d'ailleurs, la CRS venait nous disperser. Et les seuls endroits où on pouvait faire nos activités, c'était la rotonde. Et pour faire nos AG, c'était Jeunesse d'Afrique. C'était les seuls endroits où on pouvait se réunir. Le reste nous était interdit. Quand on se rassemble, on vient nous disperser. C'était assez dur. Et la grève sous le CMPN est partie du fait qu'on arrêtait les membres du comité exécutif. Bon, il y avait une vague d'arrestations d'élèves, d'enseignants à Bobo, à Ouaga. Et dans cette vague, on a inclus les membres du comité exécutif de l'AEVO, dont Salif Diallo. Mais lui n'a pas été arrêté. Mais il a vécu dans la clandestinité pendant cette période. Par contre, il y avait d'autres qui ont été arrêtés. Et il était tout à fait normal que quand on arrête les dirigeants de votre association, vous fassiez quelque chose. Voilà. Bon, c'est vrai que c'était dur. On sentait que la mobilisation n'était pas très bonne parce qu'il y avait un climat de peur qui régnait. Et beaucoup de militants sont venus carrément dire au foyer qu'ils ne vont pas faire la grève. Donc là, on voit que vous prenez la route de Dakar au Sénégal pour poursuivre donc, vos études. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'à l'époque, vous aviez les moyens d'aller à Dakar? Est-ce que peut-être les dispositions n'avaient pas été prises pour vous empêcher? Comment vous avez manœuvré en tout cas pour vous retrouver à Dakar? Donc, après l'exclusion du CMRPN, il y a eu un test qui a été lancé au ministère de l'Environnement. Bon, je ne connais pas l'intitulé exact à l'époque. On voulait deux personnes pour aller faire pêche et pisciculture à Boaké. Donc on s'est retrouvé, je pense, une quinzaine de candidats, dont essentiellement des étudiants de l'ISP. Et les deux renvoyés se sont retrouvés être les deux admis au concours. Donc on avait une bourse CEDEAO à l'époque, on avait un camarade qui était là-bas, qui suivait ces bourses-là, qui nous donnait les nouvelles. C'était une bourse consistant à 60 000 par mois. À l'époque, c'était un salaire. Voilà. Donc on est là et puis on attendait, octobre passe, et en fin octobre, bon, on est parti quand même au ministère pour demander ce qui se passe. Parce qu'on avait négocié pour qu'ils ne diffusent pas trop, de craindre que justement on supprime ça. Et quand on est parti pour prendre les informations, on nous a dit que bon, en tout cas ça a été annulé. Et après on a appris qu'il y a deux professionnels qui ont été envoyés. Bon, on ne sait pas si c'est à la place, si c'est à notre place ou bien si c'était déjà... Ça veut dire que la sanction se poursuivait? C'était un peu comme, c'était implicite, mais on sentait qu'il y avait quand même des choses qui se passaient. Voilà. Donc quand on a compris que le concours était paumé, bon, j'ai dit à mon logeur, mon grand frère, j'ai dit, bon, avec le dernier convoi, il y a toujours la place, la base aérienne qui a mené les gens à Dakar, il y a toujours la place pour le dernier convoi. Bon, Abidjan, l'inscription était à 50 000, et Cotonou, c'était à 100 ou 150 000. On n'avait pas ces moyens-là. À Dakar, l'inscription était toujours à 4 000 et quelques. Et le problème de Dakar, c'était le transport. Maintenant, comme j'étais à la base aérienne et que dans les derniers convois, il y a toujours la place, j'ai choisi d'aller à Dakar. Donc j'ai dit à mon grand frère, bon, moi je vais aller à Dakar avec le dernier convoi. Il m'a dit, pas question, parce que lui, il ne peut pas s'occuper de moi à Dakar. J'ai dit, non, ce n'est pas un problème. Amène-moi à Dakar, le reste, on verra.
Donc c'est comme ça on est parti le 9 novembre 81. Donc comme ça, vous vous retrouvez donc à Dakar, où vous poursuivez vos études jusqu'à la maîtrise en sciences naturelles. Mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis Dakar, vous n'étiez pas si tranquille, vous étiez contre la révolution. Parce qu'après, donc, il y a eu donc la révolution qui est arrivée en 83, avec donc le régime des capitaines. Et qu'est-ce que vous aviez contre la révolution? Non, nous on était toujours dans notre lancée, hein. On était des RNDpistes. Et pour nous, Vous étiez un rouge. Enfin bon, tu peux appeler ça comme on veut. Voilà. On était des RNDpistes. Les PCRistes également, comme on dit. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'on nous a sanctionnés. Mais là, ça veut dire que je reste redevable à la révolution parce que la révolution a annulé les sanctions et m'a reconduit la bourse en maîtrise. Donc j'ai pu faire mes études de maîtrise avec la bourse. C'est-à-dire que c'était la 3e fois qu'on me donnait la bourse. Donc pour ça, bon, mais on n'était pas sur le plan idéologique, sur le plan politique, on n'était pas sur les mêmes longueurs d'onde. On n'était pas. Vous reprochez quoi à la révolution? Parce que voici quand même des jeunes capitaines qui arrivent. Voilà, le Burkina d'abord et donner sa dignité aux Burkinabés, consommons burkinabés. Voilà, en tout cas, beaucoup de choses qui tentent donc à redonner un peu sa fierté aux Burkinabés. Bon, à l'époque, ça veut dire sur le plan des... Il y avait des débats, coup d'État, révolution, mais là n'est pas l'essentiel. L'autre débat portait sur la qualification des faits. Parce que quand il y a un qui dit soulèvement, on ne voit pas la même chose. Donc, ce n'était pas tant le terme révolution ou pas qui nous posait problème, parce que pour qu'il y ait une révolution, il faut un certain nombre de choses. Et c'est sur ces choses-là que les débats étaient ciblés. Ça veut dire pour nous, dès lors que ça n'a pas suivi, il n'y a pas eu une implication populaire a priori. Je ne dis pas a posteriori, mais a priori. Donc pour vous, ce n'était pas une révolution? Ce n'était pas une révolution et ça ne pouvait pas changer substantiellement. Enfin, ça ne pouvait pas aboutir à ce dont on rêvait à l'époque. Voilà. Pour vous, c'était quoi? Juste un coup d'État? Oui, un coup d'État qui peut ne pas être comme les autres, qui peut avoir ses aspects éveil de conscience, comme on peut le constater aujourd'hui. Ce n'était pas une révolution telle que nous, on l'entendait à l'époque. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, professeur, quand on regarde votre parcours, c'est que malgré cet engagement, parce que depuis l'université, ce qu'on peut dire, c'est que votre engagement même vous a coûté un peu cher. Parce que vous avez été exclu, obligé d'aller à Dakar, vous avez poursuivi, vous êtes revenu, mais vous n'êtes jamais rentré dans l'arène politique. Entendu au sens de rentrer dans la conquête de la gestion de la cité. Voilà. Pourquoi vous êtes resté comme ça en marge de la chose politique? Comme je dis, vous n'êtes pas le seul à me faire cette observation. Parce que quand on est rentré des études en 85, on est resté toujours dans la même ligne rouge, comme vous dites. Donc, c'était plutôt les activités syndicales, notamment au niveau du SINTER. On était resté toujours dans cette tendance. Donc, aller dans la politique officielle ne nous intéressait pas. Voilà. En tout cas, vous êtes membre également du Manifeste des intellectuels pour la liberté. Alors, sur le plan professionnel, professeur, vous entrez à la fonction publique en tant qu'enseignant. Donc, professeur de sciences naturelles affecté en 1987 au CEG de Garango. Pour vous, l'enseignement à cette époque, est-ce que c'était véritablement une vocation ou c'était juste pour joindre les deux bouts en attendant? Bon, en ce qui me concerne, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que mon souci, c'était de devenir ingénieur. Et comme je l'ai dit dans une de mes réflexions, parfois l'appétit vient en mangeant, comme on le dit. Donc ça devient une vocation, c'est lié au tempérament personnel de chacun, à l'engagement de chacun, etc. Et après, ça devient une vraie vocation où vous avez, je lisais quelqu'un qui écrivait que les enseignants qui aiment les élèves, etc. C'est-à-dire que vous avez de l'amour, pas l'amour coupable, entre guillemets, mais vous aimez les instruire. Surtout quand vous regardez, quand vous arrivez dans une classe, au secondaire, on n'était pas, c'était des classes de 30 à Garango, trentaine à une quarantaine, et vous voyez tous ces yeux qui vous regardent, qui comptent sur vous, les uns pour acquérir le savoir, les autres pour avoir l'emploi, etc. Et ça donne quand même la motivation. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, mais à l'époque, c'était pas aussi... C'était passionnant. Voilà, c'était passionnant, ouais. Mais vous ne restez pas longtemps à Garango. Voilà, très rapidement, vous revenez à l'université. Ça également, on a envie de comprendre, parce qu'à peine recruté, juste une année à Garango, et puis après, vous êtes affecté à l'université.
Oui, bon, là, Vous aviez les bras longs? Non, non, ce n'est pas des bras longs, c'est une chance, c'est des opportunités. Parce que je suis rentré des vacances de Garango et j'ai rencontré deux camarades de Dakar, deux anciens camarades de Dakar, et qui m'ont informé qu'il y avait un troisième cycle qui était ouvert à l'université de Ouagadougou. Donc ils m'ont dit de déposer mon dossier. Donc j'ai déposé mon dossier effectivement et je suis reparti à Garango. Et un jour, les gens me disent non, il y a un communiqué qui me dit de venir à Ouagadougou pour un entretien autour pour faire le 2A. Ah, j'ai dit tiens, voilà. Donc je suis parti, je suis venu à Ouagadougou pour les entretiens. Et ma chance à l'époque, c'était un état d'exception toujours. C'était Clément Oumarou Ouedraogo qui était le directeur du labo avec lequel je devais faire les entretiens. Le regretter. Voilà, regretter Clément Oumarou, paix à son âme. Bon, il m'avait déjà enseigné à l'ISP avant que je ne sois renvoyé. Donc il me connaissait un peu. Donc dès qu'on a fini l'entretien, il m'a dit je reviens avec mes bagages. Ce qu'il veut dire à l'époque, c'est qu'il était puissant. Il était puissant parce que je n'étais même pas titularisé à l'époque à la fonction publique. Donc je ne pouvais pas quitter mon poste. Voilà. Mais il m'a dit de venir, donc je suis parti, j'ai ramassé mes bagages, je suis revenu. Et j'ai appris après qu'il y a eu des démarches pour me ramener à Garango parce que c'était aussi, je laissais un vide aussi là-bas. Voilà. Et bon, ça n'a pas marché parce qu'il était puissant. Et la fonction publique aussi, bon, c'était pas facile. On nous a dit de faire des demandes de mise en position de stage. On dit, mais un enseignant qui n'est pas titularisé, il n'a aucun droit, il ne peut pas demander quoi que ce soit. Donc, c'est resté un peu en suspens. Et on a même fait des communiqués pour me demander de rejoindre mon poste. Bon, au ministère, on m'a dit de ne pas m'inquiéter pour ça, de gérer la situation. Et ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai commencé à faire le 2A. J'ai fini le 2A. Après, j'ai commencé à faire la thèse. Et en 81, il y a eu 91, pardon, il y a eu l'assassinat de Clément Oumarou Ouedraogo, qui nous a laissé un peu orphelins. Et mon collègue, on était deux. Il y avait un qui était recruté au niveau des étudiants et moi, j'étais recruté au niveau des fonctionnaires. Donc vous avez perdu donc, votre parapluie. Absolument. Toujours est-il que vous retrouvez le campus donc, en tant qu'enseignant également. Vous êtes nommé assistant en 1995. Puis maître assistant en 1998 et depuis 2017 vous êtes maître de conférence. Voilà, quand on regarde tout cela, professeur, ça peut sembler assez long. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment peut-être que votre engagement était votre boulet? C'est possible, mais en réalité, au-delà de... Bon, évidemment, il y a l'engagement lui-même. Mais je pense qu'en plus, il y a la personnalité aussi de chacun et les opportunités, encore une fois. Parce que l'enseignement universitaire, disons l'enseignement universitaire, la carrière universitaire est tributaire. Vous savez qu'il y en a qui refusent de venir à l'université à cause de ce qu'ils appellent le mandarinat. On est tributaire d'un patron, d'un maître, tout ce qu'on veut. Votre carrière, en fait, dépend... Voilà, votre carrière dépend de votre maître. Bon, pour ceux qui ont des maîtres à l'étranger, ça ne pose aucun problème. Ils sont relativement détachés. Mais en local, c'est la chance. Parce que le maître, vous pouvez tomber sur votre modèle. Vous n'avez aucun problème, puisque vraiment vous êtes sur les mêmes lignes. Mais ça peut être l'inverse. Ce qui était votre cas, c'était l'inverse. Ça peut être l'inverse, voilà, à peu près. Ça peut être l'inverse. Et en ce moment, c'est un peu difficile. Voilà. À un moment, vous jugez et vous décidez bon, de trouver autre chose. Donc, moi, donc face à ce blocage, justement, vous vous retrouvez à l'agir? Non, c'est pas je ne parlerai pas de blocage. Je ne sais pas, je ne peux pas appeler ça blocage. Il n'y avait pas de perspective. En 1999, quand j'ai fait le point, il y avait 2 ou 3 situations qui m'ont fait comprendre que si je restais en l'état à l'université, ça allait être l'aigreur. Voilà, donc j'ai décidé d'aller voir ailleurs. Et j'ai eu la chance, j'ai été recruté par le programme GIR comme environnementaliste. La gestion intégrée des ressources en eau. Voilà. Donc ça permet de souffler, de se mettre un peu à l'écart en attendant de voir venir les choses. Voilà, voilà, c'était un peu comme ça. Et puis aussi de joindre davantage les deux bouts. Évidemment, parce que moi je ne pense pas, peut-être que je suis le seul à l'université, mais ça ce n'est pas, je ne peux pas accuser quelqu'un. Le seul à l'université à avoir fait toute ma carrière d'assistant en A2. Alors que les autres, normalement, on a droit à A1 plus bonification quand on a le doctorat. Moi, je n'ai pas pu avoir ça parce que je n'ai jamais pu avoir une mise en position de stage. Donc, quand j'ai passé maître assistant, j'ai commencé au premier niveau. Échelon 1,
comme quelqu'un qu'on vient de recruter. Alors qu'à l'époque, j'avais déjà 10 ans de carrière derrière moi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de la rancœur par rapport à tout ça? Non, 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 c'est les péripéties de la vie, c'est comme ça. Il n'y a pas de rancœur particulière. De toute façon, contre qui? Parce que vous ne pouvez pas stigmatiser un fait qui montre comme vous avez... Mais il y a bien quand même des gens qui étaient là. Et qui... Ça, vous le sentez. Vous pouvez sentir que... Bon, ben, qui par omission ou par... Voilà. Mais ce n'est pas des faits objectifs. Et c'est des faits sur lesquels vous ne pouvez pas, entre guillemets, confondre quelqu'un. Voilà. Puisque, bon, c'est humain. Il n'y a pas de rancune particulière à avoir. Alors, professeur, on va un peu évoquer également le cas même général de l'université de Ouagadougou aujourd'hui. Quand on regarde, c'est quand même... l'université cherche aujourd'hui à rebondir. On peut dire que depuis l'invalidation dans les années 99-2000, l'université a commencé à vivre beaucoup de problèmes, de crise en crise, chevauchement des années, le système LMD est arrivé, décrié, avec beaucoup de grèves. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on a trouvé la formule, ou est-ce qu'il y a une formule aujourd'hui pour permettre à l'université de retrouver celui d'antan, ou en tout cas de retrouver une marche normale, disons? Souvent, là où on se trompe parfois, l'université est nationale. Il faut que tout le monde comprenne ça. L'université, ce n'est pas l'affaire des anciens d'université, ce n'est pas. Quand il y a un problème à l'université, c'est un problème national. Malheureusement, les autres pans de la société, les communicateurs, enfin, les journalistes, les sociétés civiles, bon, les parents d'élèves que les gens manipulent souvent, tous ces gens ne s'impliquent pas assez. L'université n'appartient pas aux anciens et les anciens n'ont pas imposé leur vision de l'université à la collectivité nationale. Donc il faut que les gens s'impliquent dans ce débat. Parce que ce n'est pas seulement un débat d'experts. Moi, j'essaie de montrer qu'il faut qu'il y ait de l'expertise, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait un engagement intellectuel des uns et des autres pour qu'on arrive à trouver des solutions aux problèmes que vivent, par exemple, les structures comme l'université, entre autres. Maintenant, formule, je ne sais pas. Ce qui n'est pas correct, c'est de croire que les problèmes sont liés au LMD. Parce que pour vendre le LMD, des gens ont raconté des choses. On a donné des avantages, ça va permettre de faire ceci, cela, etc. Alors que ce n'était pas vrai. Les problèmes qu'on a aujourd'hui ne sont pas liés avec ou sans le LMD. On y serait si on est dans les mêmes conditions d'infrastructure, si on est dans les mêmes conditions d'équipement, tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas le LMD qui pose. Mais est-ce que c'est pas, parce que l'université aujourd'hui, le véritable problème, ce ne sont pas justement ces crises. Parce qu'on a l'impression que chaque fois qu'on a trouvé une formule pour rattraper ne serait-ce que 2-3 mois, eh bien, il y a toujours une crise qui survient et qui fait que, bon, on repart d'où on était. On ne peut pas empêcher ces crises. Il faut faire avec. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de la résignation, mais parce qu'on est au Burkina aujourd'hui, vous avez un courant qui est dans une posture. Le courant rouge des services, ils sont dans une posture. Donc vous ne pouvez pas les avoir dans les solutions consensuelles dans le cadre d'un système qu'ils combattent, puisque eux, ils combattent le système. Carrément le système. Donc dans le cadre du système, vous ne pouvez pas les avoir pour une solution consensuelle. Alors qu'ils sont influents, que ce soit sur le front social ou que ce soit à l'université. Donc, ils sont influents. Ça veut dire que ce n'est pas forcément négatif. Ça veut dire que bon, le pays en a besoin, si ça convient à la jeunesse, puis les gens ne sont pas là. Donc, il faut faire avec. Comment contrôler, faire avec toutes ces possibilités de blocage qui peuvent survenir. Et c'est à ça qu'il faut que les gens... Est-ce qu'aujourd'hui, il faut prendre ces chevauchements d'années, ces retards-là, comme un fait avec lequel désormais il faut composer? Est-ce que c'est ça votre point de vue? Pendant encore quelques années, je pense que ça va être comme ça. Et comment on peut exploiter, comment on peut faire au mieux avec la situation actuelle? Parce que je ne vois pas comment... actuellement, hier, je suis parti pour déposer des notes. Des étudiants que je croyais en 2017-2018, la scolarité m'a dit que non, qu'ils sont en 2015-2016. Donc je ne sais pas où j'en suis. Et vous avez parfois la même année civile, vous comptez 3 ou 4 promotions, enfin 2 ou 3 promotions que vous gérez en même temps. Je ne vois pas par quel miracle on peut résoudre ces problèmes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des solutions violentes, mais personne ne va s'y hasarder. Voilà. Peut-être si, écoutez, je ne sais pas, il y a des pays où il y a la guerre et il n'y a pas d'université. Et ils ne sont pas morts, le pays est toujours là. Voilà.
C'est-à-dire, en dehors de ces solutions violentes, je ne vois pas comment on peut résorber dans les 5-10 années. Décréter une année blanche ou en tout cas fermer un bon... Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Il faut une solution. Mais là, il faut que toute la société s'implique. Voilà. Parce que si c'est les universitaires qui décident ou c'est le gouvernement qui décide, ça n'ira nulle part. Voilà. Mais je pense que c'est pas... Bon, on sort quand même des diplômés. Et la qualité de l'enseignement est toujours meilleure pour moi par rapport au privé. Contrairement à ce qu'on peut croire. La qualité de l'enseignement reste toujours la meilleure. Et il y a certains instituts, certaines UFR qui s'en sortent plutôt bien. En médecine, ça va toujours mieux. Ils sont en retard, mais c'est pas sur beaucoup, c'est peut-être sur quelques mois, une demi-année. C'est pas comme les gros effectifs, etc., etc. Alors, professeur, avant d'en venir à l'actualité, on va évoquer quand même une petite expérience que vous avez également dans votre carrière. 2007, je vois que vous êtes directeur général de l'amélioration du cadre de vie au ministère de l'Environnement. Et une courte expérience, disons, parce qu'au bout d'un an à peine, alors vous évoquez un départ volontaire. Que s'est-il passé? Bon, puisque il y a un certain nombre de ministères qui ont une forte composante technique. L'environnement, l'élevage, l'agriculture, l'eau. Il y a une bonne composante technique. De sorte que même si vous n'avez pas la bonne carte ou même si vous n'avez pas de carte du tout, si on considère que vous pouvez apporter quelque chose, on peut vous solliciter pour venir travailler. C'était mon cas. Et à l'époque, quand le ministre m'avait sollicité, je lui ai dit, bon, il faut regarder un peu dans les journaux, et parfois j'y écris des choses. Donc, vous les lisez avant de prendre une décision irrévocable. C'était le ministre Laurent Sénégo, je voilà, rappelle, qui était à l'époque, en 2007. Voilà. Donc, il a dit, bon, mais il va voir. Donc, après, il m'a dit qu'il a lu et que ça ne lui posait aucun problème. Donc, je me suis engagé. Le contact a commencé en mars et c'est en octobre que le projet a été finalisé. Heureusement pour lui, malheureusement pour moi, au bout de 6 mois, il est promu ministre de l'Agriculture. Ministre de l'Agriculture. Voilà, et on a amené au ministère de l'Environnement un ministre plutôt politique. Le ministre Salifou Sawadgo, si je ne m'abuse. Qui est plutôt politique que technique. Donc là, bon, c'était un peu difficile. Voilà, c'était un peu difficile. Donc, 5 mois après, j'ai demandé à partir, de démissionner et je suis parti. Et vous êtes reparti à l'université. Voilà. Parlons justement parce que vous êtes, comme je l'ai dit, donc expert également dans le domaine environnemental. Alors, une question qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr la question du changement climatique, mais aussi de la dégradation des ressources naturelles. Et sur cette question, on a l'impression que la communauté internationale joue un peu au yo-yo, parce qu'on a l'impression que d'une COP, les conférences des partis, on avance, on recule, on a eu l'accord de Paris, le président américain Donald Trump est arrivé et puis a déchiré entre griffes, disons, cet accord. Bon, on a l'impression que sur cette question, on ne verra jamais le bout du tunnel. Mais quand vous regardez tous les gros enjeux mondiaux, internationaux, c'est la même chose. C'est le même yo-yo que vous constatez un peu partout. Donc la préoccupation changement climatique n'est pas exceptionnelle en la matière. C'est le fait de la communauté internationale qui est toujours comme ça. Que ce soit l'aide au pays, que ce soit sur l'immigration. Est-ce que nous autres Africains, pays pauvres, nous ne nous faisons pas trop d'illusions dans ces négociations, parce qu'on s'attend quand même à de fortes compensations pour nous permettre donc de nous adapter au changement? Voilà, et c'est là où parfois, comme je dis, ça veut dire que nous n'avons pas à nous jeter, à tout attendre de la communauté internationale. Il y a des choses que nous pouvons faire. Nous les faisons, et si la communauté internationale vient à notre secours, on intègre. Mais c'est légitime, nous ne sommes pas responsables des changements climatiques. Ce sont les pays européens qui, historiquement, en tout cas, sont coupables de... Mais nous sommes les victimes, les principales victimes. Et nous ne pouvons pas être là, on dit c'est eux responsables, donc on va attendre qu'ils viennent nous... Alors qu'ils s'en fichent de nous. Il ne faut pas oublier tout ce qui se passe. Les gens, la communauté internationale, les gens s'en fichent. Regardez ce qu'on a fait à la Libye, regardez ce qu'on a fait dans certains pays, regardez ce qui se passe dans nos régions. Nous sommes quantité négligeable. Et bon, je ne vais pas être cynique, mais certains, pour maintenir le confort qu'ils ont chez eux, s'ils doivent raser le Burkina, ils n'hésiteraient pas. Donc il ne faut pas qu'on se fasse des illusions en comptant naïvement sur une communauté internationale qui se fiche éperdument. Enfin,
peut-être que ce fiche c'est trop dire, il y a quand même des bonnes choses, il y a des gens, surtout au niveau de la coopération décentralisée, il y a des gens qui font de très bonnes choses. Mais sur les enjeux essentiels, les Européens sont sur leurs intérêts un point, un trait. Et nous sommes les victimes. Et là où nous nous trompons parfois, c'est en nous alliant sur les priorités de la communauté internationale. La prévention ou la réduction des émissions des gaz à effet de serre, ce n'est pas une priorité pour nous. Ce qui est priorité pour nous, c'est l'adaptation. Il y a des conséquences. Comment nous faisons de ces conséquences? Comment nous faisons face à ces conséquences? Mais prévenir... Trouver des techniques pour le producteur, pour que le producteur puisse des semences un peu plus rapides, des choses comme ça. C'est à ça que nous devons travailler et de façon souveraine. Les autres viennent pour nous aider, mais ils ne doivent pas déterminer ce que nous devons faire et ce que nous allons choisir. La question des émissions des gaz à effet de serre, en 2008-2010, quand j'étais encore bien branché sur ces questions-là, je n'ai plus de veille sur ces questions-là. Toute l'Afrique était à 2% d'émissions de gaz à effet de serre. Toute l'Afrique. Et sur ces 2%, l'Afrique du Sud prenait 75 ou 80%. Négligeable. L'Afrique du Sud. Donc, imagine le Burkina. Donc, pourquoi on va mettre des ressources dans ça? Même si on multiplie notre émission de gaz à effet de serre par 100, ça n'a aucun impact sur les événements. Donc, tout ce qu'on a comme ressources, on doit les mettre sur les adaptations et non pas sur le côté lutte contre les gaz à effet de serre. Alors, professeur, on va évoquer l'actualité avec, voilà, chaque semaine, avec donc son lot de tristes nouvelles, avec l'attaque de Arbinda. Ça fait 19 morts et des blessés, essentiellement donc des civils. On a l'impression aujourd'hui que Arbinda est devenu l'épicentre, disons, de cette crise terroriste et vit au rythme donc des attaques pratiquement quotidiennes, professeur. Oui. Évidemment, c'est un peu décourageant de constater que les choses, le fait que ça soit récurrent, que ça revient une première fois, ça vient, bon, on a été surpris, etc. Une deuxième fois, ça revient, une troisième fois, etc. Ça devient un peu décourageant. Bon, maintenant, je ne sais pas, il y a une opération d'OFU qui est en cours dans la zone. Bon, j'espère qu'ils vont prendre toutes les dispositions pour protéger un temps soit peu cette zone. Et là-bas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même plusieurs points d'analyse, parce que beaucoup parlent aussi d'un conflit communautaire. Oui. Je rappelle que vous êtes auteur d'une œuvre sur le vivre ensemble au-delà du slogan. Comment on sort de cette situation où des communautés se regardent aujourd'hui peut-être en ennemis, voilà, prêts à en découdre? Non, il faut lutter contre l'impunité. Ça veut dire le seul élément il y a un socle qui nous réunit. On a une république, une chose commune qui a des règles. Tant que ces règles ne sont pas valables pour tout le monde, il y en a qui vont se sentir à marge de cette république. Et en ce moment, vous ne pouvez pas contrôler leurs activités. Donc ça veut dire qu'il faut que les auteurs... Voilà, surtout je parle en ce qui concerne les affrontements communautaires, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que l'État... Voilà, il faut que l'État... Ça veut dire, on a eu les événements de Yirgou. Bon, jusqu'à présent, on attend. Après, c'est venu à Arbinda une première fois, on attend toujours. Donc, tant que c'est comme ça, les communautés régulièrement victimes auront tendance à s'organiser pour riposter. Voilà. Et là, on ne peut pas réussir. Maintenant, si ceux qui ont commis ces exactions-là sont immédiatement neutralisés, non, je ne parle pas de neutralisation militaire, hein. C'est-à-dire si on les empêche de nuire, soit on les emprisonne, soit voilà, des choses comme ça, là, les autres se sentent un peu en sécurité et se sentent pris en compte par la République. Mais si on vient, on massacre, il n'y a rien, ceux qui ont commis ces exactions sont là et circulent, vous narguent souvent. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vous organiser pour faire face. Et j'avais lu un écrit d'un professeur malien, je crois, et ça date de 2017 ou 2018, où il dit, mais s'il avait 18 ans, il prenait les armes. Et évidemment, quand vous regardez par exemple dans le Sahel, un jeune, bon, je ne vais pas... Vous avez un jeune qui est complètement désespéré. Il n'a pas de terre pour cultiver. Il n'a pas de bétail pour faire paître. Il n'a pas de perspective. Il n'a pas de perspective. Il n'est pas scolarisé parce que notre système de scolarisation n'est pas adapté aux populations nomades. Il a 20 ans, il est là, qu'est-ce qu'il fait? N'importe qui vient avec un fusil, il prend. Donc ça, c'est un peu pour ça aussi. Et la conséquence, professeur, c'est que les réfugiés sont arrivés à Ouagadougou. On a enregistré donc ces derniers temps plus de 1000 personnes qui ont fui ces zones de conflit là qui sont arrivées à Ouagadougou. Ça, c'est quand même
comment un palier, disons, qui est franchi. Comment on gère cette situation? Parce que quand on regarde Ouagadougou, manifestement, ce n'est pas adapté pour l'accueil de réfugiés. Quelque part, c'est une bonne chose, comme on dit. Parce qu'il faut qu'on projette. Nous sommes là, nous inaugurons nos échangeurs à 70 milliards. Et il y a des gens, dès la première pluie, ils sont coupés du pays. Donc, il faut qu'ils nous renvoient ce qui se passe réellement chez eux. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, dans la gestion, si j'avais un conseil à donner, il faut qu'on puisse trouver un site où on peut installer ces populations de façon à les permettre de produire. S'ils sont agriculteurs, qu'ils puissent... Hors de Ouagadougou ou bien? À Ouagadougou, ça me paraît difficile. Voilà. Mais il faut identifier un site dans le pays où on peut les canaliser et leur donner des espaces pour travailler, pour produire. Parce que toute cette zone-là, ça n'a pas produit. C'est-à-dire l'année prochaine, la famine va être à un niveau encore plus élevé. Sinon, si on les garde à Ouara, c'est quoi ils vont faire? Ça va être des mendiants, ça va être certainement des petits délinquants, etc., etc. Maintenant, l'autre élément, évidemment, il faut contrôler. Parce qu'on sait que ces camps de réfugiés peuvent être aussi infiltrés, ils peuvent être contrôlés par des terroristes, des gangs, tout ce qui s'ensuit. Mais à mon avis, il faut que rapidement, on puisse leur trouver un site d'installation, peut-être pas définitif, mais relativement stable, où ils pourront, s'ils doivent rester 5 ans, qu'ils puissent y rester sans problème. S'ils doivent rester 10 ans, qu'ils puissent y rester sans problème. Mais qu'ils puissent produire, qu'ils puissent élever leurs volailles, leurs brebis, et puis cultiver, etc., etc. Sinon, on peut pas, si on les garde à Ouara ici, ça n'a pas d'intérêt. Alors, professeur, dans cette situation de crise, les espoirs sont fondés sur le G5 Sahel. Beaucoup d'espoirs, en tout cas, sont fondés sur cette initiative qui réunit donc 5 pays qui font face à la même menace terroriste. Mais cette année, les ardeurs ont été un peu douchés par les propos du ministre de la Défense, le Chérif Sy, qui émet des doutes un peu sur l'engagement véritablement de nos partenaires, à commencer par la France. Et tout cela n'est pas de nature à rassurer pour l'avenir de cette force et la mise en œuvre efficace. On a dans le même temps le commandant de la force elle-même, le Mauritanien, le général mauritanien, qui a estimé également que les partenaires, en tout cas, sont lents à agir parce que des promesses ont été faites jusqu'à présent ne se concrétisent pas. Est-ce que tout cela aujourd'hui n'est pas de nature un peu à relativiser les espoirs qu'on avait placés? Oui, oui. Et c'est un peu, tout de suite on parlait des changements climatiques. Oui, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire si nous n'arrivons pas à nous assumer jusqu'à un certain niveau, ça veut dire qu'on est limité, ça on ne peut pas se faire des illusions. Mais il faut qu'on puisse s'assumer jusqu'à un certain niveau. On ne peut pas tout remettre à la communauté internationale, quelles que soient ses bonnes volontés, quelles que soient... Est-ce que vous partagez les doutes du ministre de la Défense, par exemple, concernant l'engagement d'un partenaire comme la France? Je les partage, oui. Je les partage. Et bon, c'est bien que ça soit dit à ce niveau de responsabilité. Parce que ça veut dire qu'au niveau de la population, tout le monde soupçonne un peu ce jeu. Et parfois, on pense qu'il y a une sorte de... À la limite, si on n'accuse pas certains partenaires étrangers d'être de mèche avec certains terroristes, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on veut contrôler le phénomène, mais on ne veut pas l'anéantir. Donc, quand ça va atteindre une certaine ampleur, on intervient pour contrôler, mais on le laisse là, un peu pour nous mettre la pression dessus, et probablement pour pouvoir dicter des positions politiques. Et parce que le chef d'État qui sait qu'il a un peu le couteau à la gorge et que si jamais il s'amuse, peut-être qu'on va le sauter ou peut-être qu'ils vont laisser les terroristes l'envahir, il aura tendance à suivre ce que... On a même vu au Mali des manifestations anti-français qui réclament carrément le départ même de la France. Ici aussi, il y en a. Ici également, on a vu quelques structures, effectivement. Voilà. Au Niger, il y en a eu également qui réclament. Bon, c'est vrai que ces mouvements-là ne sont peut-être pas bien organisés, ne sont peut-être pas bien informés sur ce qui se passe. Et peut-être aussi que nous ne sommes pas prêts au départ de ces troupes. Parce que dans mon principe, je revendique ce que je peux assumer. Si je revendique aujourd'hui départ immédiat des troupes françaises dans le cas du Mali, est-ce que j'ai éduqué ma population à en assumer les conséquences? C'est par là qu'il faut commencer. Le jour où les populations africaines seront prêtes à assumer leur indépendance, ils vont l'assumer. C'est ce que Sankara a essayé, il a vu que c'était difficile. Et ce qui a fait tomber Sankara, c'est les classes moyennes. Il n'y a pas de la liberté, il n'y a plus de liberté, parce qu'on ne pouvait pas s'organiser comme on voulait. On ne pouvait pas aller au CBC et parler mal du CNR ou de Sankara et puis vous devez rentrer chez vous. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Il y a ça et il y a aussi le confort matériel. Parce que si nous voulons nous passer de tous ces partenaires
de façon rapide, il faut qu'auparavant le peuple soit prêt à accepter les salaires, notamment les classes, l'élite, nous autres. Est-ce qu'aujourd'hui, si on dit, on divise mon salaire par 2 pour soutenir un effort de guerre, est-ce que je suis prêt à l'accepter? Si on est prêt à ça, on peut se passer de plein de choses. Et après, les gens viendront, un peu comme ce qui se passe au Rwanda. Bon, ils sont privés de certaines libertés. Je ne sais pas au niveau du confort de vie sociale, mais quand même, ils sont privés de certaines libertés. Là-bas, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas aller parler mal de Kagame au CBC et puis vous devez rentrer chez vous. C'est des sacrifices qu'il faut consentir. Est-ce que notre peuple est prêt à ça? Le jour où on réussira ça, tout sera possible. On pourra se passer des partenaires. Voilà. Professeur, cette semaine est marquée également par la publication des résultats du sondage du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, dans le cadre donc, de l'initiative Présimètre. 4,72 sur 10. C'est la note qui a été attribuée donc, au président et à l'ensemble du gouvernement, à l'ensemble de l'exécutif, par les sondés. En tout cas, ce qui laisse entrevoir une prise de confiance également entre gouvernés et gouvernants. Bon, évidemment, c'est tout à fait logique quand on voit tout ce qui se passe, surtout au niveau sécuritaire, au niveau du choix des priorités. Encore une fois, j'ai parlé de l'échangeur tout à l'heure, parce qu'effectivement, un des éléments particuliers, c'est le fait qu'il y a eu une inversion. La note des citadins était plus élevée que la note des milieux ruraux. Vivement que ça soit un signal pour les échanges électoraux. Parce que très souvent... Vous dites plutôt le contraire, c'est en milieu rural que les notes étaient... Plus faibles. Plus faibles, voilà, ça. En ville. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, c'est l'inverse. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'il y a un signal qui nous vient de la périphérie, qui nous vient de la campagne, donc, enfin, de l'électorat sur lequel les politiciens comptent. Parce qu'en ville, les gens ne votent pas en général. Et même quand ils votent, le nombre fait que... Bon, ceux qui ont la capacité de déranger, même de faire partie d'un gouvernement, souvent, ce n'est pas des gens qui votent. Donc là, c'est un signal quand même que les gens doivent prendre en compte et voir un peu mieux ce qui se passe au niveau rural. Bon, là, manifestement, c'est les questions sécuritaires qui ont dû être à la base de ce recul. Mais ce qu'on note également dans ce sondage, c'est qu'on estime que plus de 60% aujourd'hui sont favorables au retour de l'ancien président, Blaise Compaoré. Voilà. Est-ce que ça, ce n'est pas assez étonnant comme résultat? Non, ce n'est pas étonnant. Quand on voit dans les conditions dans lesquelles le président Blaise Compaoré est parti, et aujourd'hui, tout le passif qu'il y a toujours, on voit qu'il y a une majorité qui est favorable à son retour. Non, ce n'est pas étonnant. Enfin, souvenez-vous des conditions dans lesquelles Blaise aurait pu ne pas partir. Vous vous souvenez seulement qu'il suffisait que, à la veille de la réunion de l'Assemblée, là, il renonce et puis il était toujours là. Donc, c'est lui qui est parti. Donc, le fait qu'il soit là, c'est pas ça. Pour moi, la question ne se pose pas en termes de vouloir que Blaise revienne ou pas. Maintenant, il doit assumer un certain nombre de choses. Il y a des procès, il doit répondre à un certain nombre de choses. Il peut rentrer le jour où il veut. Si la justice est suffisamment forte, la justice va lui demander des comptes. C'est tout ce qui s'en suit. Et je crains justement que tout ce qui se manigance, la lettre qu'il a écrite pour dire il peut, etc., je ne vois pas qu'est-ce qu'il pouvait faire sans la lettre. S'il a des choses à faire, il peut le faire. Il n'a pas besoin d'écrire une lettre pour dire il n'a pas besoin de ça. Je crains que tout ce qui se trame autour de ça, là, ça vise en fin de compte à ne pas éclaircir certaines situations. Et là, on ne serait pas sorti de l'auberge. À ne pas solder le passif. Ne pas solder le passif. C'est-à-dire d'une façon ou d'une autre. Bon, les gens parlent de justice transitionnelle, je ne sais pas très bien ce que ça signifie. Mais à mon avis, la justice actuelle, la formule de justice actuelle, normalement est compétente et devait être capable de résoudre ce genre de problème. La Côte d'Ivoire a connu pire, n'ont pas eu besoin d'un système particulier de justice. L'Algérie, enfin, beaucoup de pays ont connu, n'ont pas besoin de système. Voilà. Et l'autre élément qui gêne un peu, c'est le fait que si vous prenez l'Afrique du Sud ou même le Rwanda, c'est les vainqueurs qui ont imaginé un système judiciaire. Parce qu'ils ont vu que le travail était massif, le travail à faire était trop. Ils ont imaginé. Ce n'est pas l'inverse. Ici, c'est l'inverse. Ici, c'est ceux qu'on accuse d'être des bourreaux qui prennent des initiatives pour imposer un système de justice, alors que c'est eux qui sont censés être les bourreaux. Donc, il y a un problème. Mais ça ne s'explique pas le fait que, évidemment, c'est le même camp qui s'est divisé autour de l'article 37 et qu'il y a l'autre camp qui est au pouvoir et les autres ont été chassés. Comme il n'y a pas eu de bouleversement il n'y a pas eu de révolution consistant,
évidemment, on reste dans ce flou. Alors, vous parlez donc de justice. Il y a eu la reprise du procès cette semaine avec les plaidoiries, notamment au niveau de la partie civile. On attend les réquisitions du procureur également, avant donc la défense. On a l'impression que dans ce procès, on peut dire enfin, on commence peut-être à voir le bout du tunnel. Ouais. On espère bien. Bon, même s'il y a eu un peu de frustration concernant les hauts gradés en particulier, qui n'ont pas voulu dire grand-chose, qui n'ont pas voulu, n'ont pas voulu assumer, etc., etc. Ça restera une frustration, quel que soit le verdict qui sera prononcé. Mais au moins, c'est quelque chose. Parce que c'est un des... quand vous regardez nos systèmes, tous les gros dossiers qui ont secoué le pays, c'est le seul sur lequel on est. Et c'est le dernier. Les autres qui sont venus après ça, et on a l'impression qu'on fait tout pour que ça ne puisse pas voir, les éclaircies ne puissent pas se voir. On espère que ça va aboutir jusqu'au bout et qu'après, on pourra solder les autres problèmes, notamment les dossiers, soit Thomas Sankara, soit Dabo Boukari, soit l'insurrection, Norbert Zongo. Parce que ce sont des dossiers qui ont secoué le pays. Il faut que la justice puisse les solder. Sinon, ça va être difficile pour la suite. Alors, professeur, crise au sein du CDP. Un congrès était prévu donc ce dimanche même. Congrès finalement donc suspendu par le tribunal de grande instance de Ouagadougou, qui enjoint donc le parti de se conformer à ses propres statuts, notamment l'article 32, qui limite le nombre de membres du bureau politique national à 60, à 600 plus tôt. Aujourd'hui, nous sommes à près de 1000. Voilà, beaucoup aujourd'hui, en tout cas, sont pessimistes, estiment que le parti risque d'imploser. Ce n'est pas mon sentiment. Bien au contraire, moi, si on doit dire quels sont les partis qui fonctionnent démocratiquement, le CDP serait parmi les meilleurs. Je ne vois pas parmi les autres quel est ce militant qui va oser rester contre son président de parti en justice et gagner. Donc pour moi, c'est un bon signal quant à la vie démocratique de ce parti et j'espère que ça va contaminer tous les autres. Que des militants mécontents portent plainte en justice au lieu d'aller saccager les bureaux, d'aller brûler ainsi par là, et que la justice accepte qu'effectivement c'est illégal. Et le président du parti a pris acte et a reporté son congrès à une date ultérieure. Mais il y a une crise interne, parce que quand on regarde, il y a une division aujourd'hui entre pro-cadrés, avec des caciques du parti comme M. Léonce Koné, comme M. Salia Sanou, comme M. Bourema Badini, qui sont avec Kadri Désiré Ouedraogo, l'ancien ministre, qui est aujourd'hui candidat aux élections de 2020. Et de l'autre côté, on a ceux qui estiment que si les candidats, s'il n'est pas candidat du parti, et qu'il serait peut-être question de s'aligner derrière quelqu'un qui a déclaré sa candidature. Voilà, il n'est pas candidat du parti. C'est de l'indiscipline, c'est tout ce qu'on veut. Ce que j'ai écouté un des responsables dire, ça c'est objectif, ça c'est vrai. Parce que si le parti a des mécanismes pour désigner un candidat, il faut que tout le monde se soumette à ces mécanismes. Maintenant, si on décide de faire cavalier seul, on laisse le parti en paix. On laisse le parti en paix. Maintenant, s'il y en a qui veulent démissionner pour aller soutenir, c'est leur droit. Mais s'ils continuent à vouloir être du parti, ce serait de l'indiscipline. Voilà. Maintenant, c'est une crise, mais bon, le CDP n'est jamais sorti de la crise. Imaginez depuis le temps où on a débarqué Salif Diallo, c'est la crise permanente jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et à mon avis, c'est le jeu normal de la démocratie au sein des partis. Maintenant, c'est à eux de faire en sorte que ça soit un élément de maturation et non pas un élément de retour en arrière. Mais j'ai bien apprécié ce volet où on conteste le congrès et la justice accepte qu'effectivement ce congrès est illégal. Professeur, les examens scolaires avec des polémiques qui sont nées, on a vu déjà les épreuves du CEP qui ont suscité beaucoup ont estimé que c'était des épreuves qui étaient trop difficiles, disons, pour des enfants de CM2. On a déjà les résultats du BEPC, les premiers tours qui sont tombés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont assez catastrophiques. On a des jurys où on a vraiment des taux vraiment dérisoires, très faibles. Voilà, quelle est votre lecture? Est-ce que ce sont les élèves qui ne sont pas, qui ne révisent pas assez, ou est-ce que c'est véritablement les épreuves qui sont difficiles? Bon, pour le primaire, je ne sais pas, je n'ai pas vu les épreuves pour le primaire, donc on attend les résultats pour voir. Et pour les troisièmes, bon, il faut quand même situer ça dans tout le contexte. Parce que quoi qu'on dise,
tout ce qui se passe, je suis enseignant, et quand on affiche les résultats et puis vous voyez des taux de succès faibles, il y a une pression à la baisse des exigences. Parce que si on affiche et puis vous voyez qu'il y a très peu d'admis, et les prochaines corrections, vous aurez tendance à chercher à compenser. Ça, c'est humain. C'est parfois inconscient. Bon. Maintenant, le problème, comme le pays est dans une situation un peu particulière, on a du mal à appréhender le niveau réel des classes et de propos. Parce que les sujets sont proposés par des enseignants. Certainement en suivant le niveau de leur cohorte. Malheureusement, ça ne semble pas être le niveau national parce qu'on a eu quand même beaucoup de perturbations. Il y a eu des menaces, d'années blanches, même des années blanches qui vont être voilà, mais ça c'est lié, lié au terrorisme. Il y a eu des menaces d'années blanches liées à la grève des enseignants, le boycott des évaluations. Et, bon, ça perturbe les étudiants. Puisque si la concentration n'est pas maintenue toute l'année, au résultat, ça va être catastrophique. Même si vous avez fait tous les programmes comme vous voulez, au résultat, ça va être catastrophique. Et il semble qu'il y a même des endroits où c'était difficile de finir avec le rythme normal d'avancement. Donc, on a accéléré un peu le rythme pour terminer. Naturellement, les résultats vont se ressentir. Maintenant, c'est un peu honteux, entre guillemets, que nous en soyons à des taux de succès de 20%, de 30%, etc., que ce soit au BPC ou au bac. Alors que dans certains pays, quand ils ont 70%, ils ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas assez d'admis. Donc, il faut tendre vers des taux d'admission un peu plus élevés. Nettement plus élevés. Déjà à ce niveau, on a des problèmes, professeur. Parce qu'il faut c'est pourquoi je dis encore, c'est des questions nationales. C'est des questions nationales. Ce n'est pas une question des universitaires, ce n'est pas une question des étudiants, c'est des questions nationales. Si vous décidez d'avoir une université ou des universités pour accueillir les flux, vous les décidez et vous mettez les efforts qu'il faut pour le faire. Si on n'arrive pas à mobiliser la collectivité nationale autour de ces questions, les gens vont se satisfaire de ça. Mais dans ces conditions aussi, il ne faut pas éviter. C'est-à-dire que les gens passent de 6e en 3e, c'est la règle, et en 3e, patatras, échouer devient la règle. Seconde, première, terminale, passer est la règle. Terminale, échouer est la règle. À l'université, premier cycle, échouer est la règle. Tout ça, pendant ces cycles, vous stockez des étudiants entre ces cycles. Ça ne peut pas ne pas péter de temps à autre. Alors, professeur, actualité internationale, pour finir, avec d'abord le Mali, le centre du Mali qui est donc frappé encore par la terreur avec le massacre de Soban, 35 morts selon les autorités, près de 100. En tout cas, ce sont les premiers chiffres qui ont été communiqués. Alors, au centre du Mali, on a l'impression aujourd'hui qu'on a touché le fond. En tout cas, on n'est pas loin. Même si on n'a pas touché, on n'est pas loin. Parce que, au-delà des chiffres, les méthodes, bon, chacun a son hypothèse là-dessus. En fait, entre Dogon, voilà, d'un côté avec les milices et puis voilà, une milice qu'on n'a pas encore identifiée. Voilà, la milice du Massina, chacun a sa petite idée. On va de voilà, chacun a sa petite idée derrière la tête. J'ai lu un écrit de l'association des Dogons, Dan Ansogo, je n'ai pas le nom. Dan Ambassago. Voilà, Dan Ambassago. Oui, vraiment, ils disent qu'il faut que les Dogons s'arment, se mobilisent pour défendre le pays Dogon. On ne parle plus du Mali, on parle du pays Dogon. Et malheureusement, comme certains nous le rappellent régulièrement, le Mali, c'est notre futur, si rien n'est fait. C'est-à-dire ce qui se passe au Mali, qualitativement ou quantitativement, c'est ça qui va nous arriver. Et quand on fait une rétrospective, c'est comme ça. Ça commence au Mali, on est là, on rigole, et patatras, 2 ou 3 années plus tard, ça se fait au Burkina. Et au Mali, le danger, c'est que c'est le centre. C'est pas, bon, chez nous, on a peut-être la chance d'avoir une capitale qui est au milieu du pays, et ça fait qu'on peut tamponner un certain nombre de choses, mais c'est ce qui va nous arriver. Parce qu'encore une fois, si une communauté d'éleveurs, une communauté, qu'elle soit fonctionnelle, éleveurs, agriculteurs, qu'elle soit native, Peul, Kurumba, etc., si elle est attaquée en tant que telle, ça veut dire pour ce qu'il est, les gens sont attaqués pour ce qu'ils sont, ce n'est pas pour ce qu'ils font. Et il n'y a rien, elle n'a d'autre choix que de s'organiser et de se défendre. Et comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc un jour, ils vont se lever, ils vont attaquer. Voilà. Les hypothèses qu'on peut émettre, c'est un peu ça. Manifestement, ça semble être une réplique à ce qui s'était passé auparavant et qu'on avait attribué à la milice Dogon. Voilà. Mais là, est-ce qu'aujourd'hui,
il ne faut pas véritablement, parce que bon, on a l'impression effectivement que tout vient de là. Vous avez dit que c'est notre futur si on y prend garde. Est-ce qu'au Mali, il n'est pas temps véritablement que l'État puisse reprendre un peu la main dans cette zone? C'est ça la situation. C'est ça la difficulté qu'on a, c'est ça. Parce qu'on a la MINUSMA aussi qui est là, on a les Nations Unies avec des milliers de soldats, il y a les militaires maliens, mais malgré tout, on a l'impression Je reviens, par exemple, sous la Révolution, c'est les repères qu'on a. C'est un régime fort militaire, encore une fois, donc la marge de manœuvre n'est pas la même que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et ça veut dire que le Mali se retrouve potentiellement, je crois, virtuellement incapable de gérer politiquement son pays sans un niveau de sacrifice extrêmement élevé qui ne peut pas imposer au peuple malien. Si le peuple malien est prêt à tous les sacrifices, on mobilise tous les enfants, on mange des arachides, des quoi, on va au front, il y aura beaucoup de pertes, mais on s'en sortira. Que les autres viennent nous aider, c'est tant mieux. Mais si vous confiez la moitié, plus de la moitié du pays à une puissance, enfin à un partenaire étranger, et vous ne pouvez pas vous passer de lui, vous ne pouvez pas empêcher ce genre de situation d'arriver. Parce que là-bas, si les gens commencent à parler de pays Dogon et non pas du Mali, il y en a d'autres qui vont parler peut-être de pays Touareg. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà des revendications. On ne va jamais s'en sortir, on ne sera plus dans des nations. Un mot sur la Côte d'Ivoire pour finir, professeur, rapidement, avec les propos du président Bédié qui ont suscité la polémique, tendant donc à indexer les étrangers. Beaucoup ont vu en tout cas une résurgence de l'ivoirité, une volonté de stigmatiser et de mettre à l'index celui qui vient d'ailleurs comme étant donc le responsable de tous les malheurs. Voilà, bon, en quelques mots, votre lecture. Ça veut dire c'est le problème de nos politiciens, beaucoup de nos politiciens actuels, peut-être pas tous, c'est parti d'un problème réel et on greffe quelque chose de pernicieux, d'extrêmement dangereux. L'orpaillage clandestin est un problème réel en Côte d'Ivoire. Maintenant, dans une activité clandestine, comment rentrer dedans et indexer des étrangers, là, on passe du problème objectif à un problème qui peut avoir des conséquences surtout graves. Quand on sait d'où vient ce pays. Voilà, c'est une activité illégale, clandestine. Les gens ne sont pas levés, rentrés là-bas, et on ne peut pas dire que tous ceux qui font ça sont des étrangers. Qu'ils soient étrangers, de toute façon, si le gars est dans l'illégalité, il s'en fout. Il est dans l'illégalité. Il n'a pas besoin d'être ivoirien selon les textes pour faire une activité illégale. Donc c'est le caractère illégal qui est le paramètre à prendre en compte et à traiter. Maintenant, qui que ce soit un Ivoirien ou un étranger, c'est le même traitement parce que vous menez une activité illégale. Voilà. Maintenant, comme il y a toujours ces relents de l'Ivoire, parce qu'il y en a qui disent que voilà, Alassane est venu et il a fait la compensation, quelque chose comme ça, comme rattrapage. Donc sous-entendu, ivoirité, rattrapage, on les oppose et on dit en fait, tous ces politiciens-là, chacun mise sur cette corde. Mais c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux, c'est explosif. C'est explosif parce que surtout pour le cas de la Côte d'Ivoire où pendant toutes les premières décennies, les 2 ou 3 premières décennies de l'indépendance, c'était ouvert. Parce que jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire et le Nigeria et la Côte d'Ivoire et les pays qui accueillent le plus nettement plus que l'Europe jusqu'à présent. Donc si ça perd, ça va être une catastrophe. Et la Côte d'Ivoire reste quand même le pilier de l'économie de la zone, voilà, la sous-région. Professeur, ça va être le mot de la fin. En tout cas, merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, en rappel, l'invité donc aujourd'hui était le professeur Youssouf Ouedraogo, maître de conférence de physiologie environnementale à l'UFR SVT de l'université Joseph Kizerbo. Merci pour votre attention. Je vous retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Sur la Brèche.